Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle licenciement d'entreprises de qualité. Interparfum, moins 7%, enfin, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo aussi. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va commenter cet article-ci et on va terminer par l'évaluation de la compagnie. OK? So, Interparfum chute en bourse, le marché s'inquiète à la suite d'une nomination chez Richemont. Donc le titre du parfumeur a été réservé à la baisse ce mercredi. Richemont a nommé un spécialiste de la chimie et des parfums à la tête d'une nouvelle entité créée par le groupe Helvétique. Donc le marché s'inquiète de l'avenir des licences accordées par le Suisse à Interparfum. Donc, Interparfum a abandonné 7% à la bourse de Paris à 55,20 après avoir réservé à la baisse en fin de matinée. Aucune explication directe à cela de la part du parfumeur, mais indirecte. En amont de son assemblée générale qui s'est tenue ce matin, le groupe de luxe suisse a annoncé la nomination de blablabla, je n'arrive pas à lire ce nom-là, en provenance de DSM Firmenich, c'est ça, c'est comme ça qu'on le lit, bref, en provenance de DSM, on va le dire comme ça, et qui a passé ses 30 ans de sa carrière principalement dans les produits chimiques. C'est 30 ans de sa carrière à lui, ok? Donc, la parfumerie et les arômes. Donc, il est surtout nommé à une nouvelle fonction, celle de PDG du laboratoire de haute parfumerie et beauté. Les opérateurs s'inquiètent que l'élu dans cette branche toute nouvellement créée ne prenne des décisions quant à l'octroi des licences accordées à des tiers ou ne revienne sur des licences déjà accordées, dont celle de Montblanc, devenue la première marque du portefeuille d'Interparfum. 27% d'un chiffre d'affaires proche de 400 millions au premier semestre, en contrat avec Richemont également pour les fragrances Van Cleef et Arpels, 3% des facturations du groupe français. Donc si je comprends bien, Interparfum licencie les marques, même pas Interparfum, Richemont licencie les marques Van Cleef et Arpels et Montblanc à Interparfum. Et Interparfum, de son côté, exploite ces marques-là, au point où Van Cleef et Arpels et ainsi que Montblanc représentent 30% du chiffre d'affaires au premier semestre ici. Donc, c'est quand même un gros morceau. Donc, le marché a donc peur, d'accord, parce que c'est ça, que si on prend en considération la dernière annonce concernant ici la nomination du monsieur en question, qui vient ici d'une compagnie qui était spécialisée dans les produits chimiques, la parfumerie et les arômes, on pourrait se dire que Richemont est peut-être en train de préparer l'après-licence à Interparfum. Donc, c'est-à-dire que ça pourrait entraîner il y a peut-être une suspicion ici au niveau ici du fait que la licence en question ne soit pas renouvelée. Enfin, c'est ce que ça veut dire clairement. D'accord? Ou bien qu'on pourra avoir quelque chose à redire par rapport à cette licence-là. Alors, ce qui me vient en tête ici, avant de terminer cet article-ci, déjà je vais le terminer. Chez Interparfum, un porte-parole relativise les inquiétudes du marché, rappelant que la licence Montblanc a été renouvelée l'année dernière et court jusqu'en 2030. Selon le communiqué de Richemont, la nouvelle entité aura pour mission d'allouer les ressources aux 6 maisons de la firme suisse disposant d'un parfum afin de les aider à développer les créations les plus raffinées et les licences prometteuses. Donc, dans ce programme de licence là, qu'est-ce que Richemont gagne? Quel est le pourcentage? J'ai vu ici dans les rapports financiers ici de Interparfum rapidement, c'est entre 6 et 10%. Donc, si on se dit ici, entre 6 et 10% de près de 400 millions, je pense que c'est juste le revenu de Montblanc ici. 400 millions, c'est juste entre 6 et 10% du chiffre d'affaires. OK? Donc, sur le 400 millions que Montblanc a rapporté au premier semestre ici, admettons que c'est 10%. Donc, on sera à peu près à 40 millions ici pour Richemont. 40 millions. En termes de marge bénéficiaire, qu'est-ce que ça représente ici au cas où la marque appartenait totalement ici? On va juste voir qu'est-ce qu'ils vont gagner à la fin de la journée. Parce que c'est bien d'avoir peur comme ça, mais regardez également que je pense que le programme de licence ici date de 2010 ou 2011 par là. Et avant ça, voilà, Montblanc, c'était pas exceptionnel non plus. Et le leadership d'Interparfum a fait à ce que Montblanc redevienne une marque qui compte
Surtout parce que les parfums en question, je pense que le Mont Blanc Legends, il est très bien. Les parfums en question ont eu du succès. OK? Donc, c'est-à-dire que Interparfums travaille également bien de son côté. Quel serait donc l'avantage pour Richemont de reprendre ces marques-là en interne? Il y a un risque par rapport à ça, c'est sûr. Généralement, regardez au niveau ici de la durée des licences. Il me semble que le premier renouvellement ici, la durée était à peu près d'une dizaine d'années. Et le second renouvellement ici, je pense que c'était moins de 10 ans maintenant, parce que ça termine en 2030. Ils ont renouvelé l'année précédente, donc peut-être 7 ans par là, d'accord? Si les durées de renouvellement sont de plus en plus courtes ici, techniquement, en termes de négociation, ça veut dire que même pas en termes de négociation, ça veut dire que les entreprises comme Richemont, en fait, veulent pouvoir renégocier à chaque fois parce que peut-être que ça leur permettra ici de pouvoir augmenter leur part de revenus ici parce que le produit en question a du succès. En tout cas, la marque en question a du succès. C'est un avantage pour Interparfums parce que ça montre qu'Interparfums travaille bien. Mais également, c'est un risque dans le sens où, voilà, on n'est jamais à l'abri ici d'une entourloupe. Enfin, quand je dis une entourloupe, techniquement, c'est légal. Ils peuvent juste attendre que le brevet, pas le brevet, mais que la licence arrive à expiration ici et ne pas juste la renouveler ou bien, voilà, renouveler à des termes qui sont impossibles à tenir pour Interparfums. C'est le risque. Mais en vrai dire, personne n'en sait rien du tout. Parce qu'il faut également voir quelle est la raison généralement derrière la licenciation. Je n'aime pas utiliser le terme licenciation encore, je ne sais même pas si c'est français, je ne sais même pas si ça se dit. Bref, pourquoi est-ce que ces entreprises-là décident d'accorder des licences aux entités comme Interparfums? Ça serait important de regarder la dynamique derrière. Parce qu'aujourd'hui, on a le risque, on se dit, oh ouais, ils peuvent couper, mais c'est important déjà de savoir pourquoi est-ce qu'ils prennent ces décisions-là. Il me semble que ce n'est pas maintenant qu'ils connaissent le domaine des parfums. Pourquoi ils n'ont pas fait ça en interne depuis? OK? Donc, ça ne veut pas dire que ça va forcément fonctionner. Et maintenant, les parfums en question, qui les crée? Est-ce que la propriété intellectuelle par rapport je ne parle pas de la marque, hein, mais les produits utilisés, la formule, etc., est-ce que cette formule-là appartient à Montblanc ou bien à Interparfums? C'est également ça, parce que c'est bien la marque, mais également le produit en lui-même, les composés chimiques, etc. Voilà, si on décide de reprendre ça en interne, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va maintenant payer des royalties à Interparfums parce que dans une certaine mesure, ou bien voilà, tout ce qui va être développé sous le nom Montblanc ici appartiendra totalement à Montblanc. C'est ce que je veux dire, même si c'est à succès. Donc, ce sont des questions que je me pose également comme ça. OK? Donc, je ne pense pas que... Voilà, on vous a dit ici que la personne va aider à développer les créations les plus raffinées et les licences prometteuses. Donc, c'est-à-dire, ils peuvent travailler en symbiose, d'accord? En partenariat, c'est déjà un partenariat, d'accord? C'est peut-être pas un risque au niveau de on va couper la licence, etc. Non, il ne faut pas voir ça comme ça. Mais ça reste un risque. Et en vrai dire, personne n'en sait rien du tout. Ce qui me saute également aux yeux, c'est que pour Interparfums, c'est bien d'avoir une marque forte. Mais également, c'est un risque, surtout si la marque ne nous appartient pas. OK? Donc, évidemment, elle a d'autres programmes de licence ici avec, voilà, si on peut regarder ça ici vite fait. On a Guess, qui est, je pense, 4e aujourd'hui. On a Jimmy Choo, on a Donna Karan, on a Ferragamo. Il y en a plusieurs également. Mais toutes les marques ici ne sont pas logées à la même enseigne, d'accord? Donc, toutes ne sont pas également à succès. Il me semble que ils ont également d'autres marques ici. Donc, ça ne veut pas dire que tout sera totalement perdu parce qu'Interparfums ne sera pas là. Essayez de regarder si par le passé, il y a déjà eu ce genre de situation-là. OK? Parce que si Interparfums travaille bien, pourquoi est-ce qu'on va aller ailleurs? Imaginez ici que si Montblanc atteint, disons, 1 milliard de revenus ici. OK? Dans 1 milliard de revenus, la compagnie Richemont va prendre combien? 100 millions. Admettons qu'on est sur la fourchette haute ici, à savoir que si c'est 10%, donc prenons le 10%. On va prendre maximum 100 millions ici. OK? Si on prend maximum 100 millions, c'est la liste. Donc, c'est-à-dire que je n'ai rien dépensé du tout, mais je récupère 100 millions chaque année. OK? Donc, les marges sont plus élevées à ces niveaux-là. OK? Maintenant, essayons de voir. C'est vrai que peut-être qu'ici, la marque Montblanc serait une marque en termes de chiffre d'affaires ici, il y a peut-être de grandes chances qu'on ait un parfum ici à plusieurs milliards. Je n'en sais rien du tout. D'accord? Je n'en sais rien
du tout. Mais on peut voir ici que, ok, si on arrive à développer ça en interne et qu'on a à peu près les mêmes marges ici que Inter Parfums, admettons, disons qu'on reprend la compagnie ici, le produit Montblanc ici, on va essayer de regarder ça. On va juste regarder les marges ici. Donc, on prend les marges nettes et les free. Les marges nettes ont tendance avec l'équivalent ici des free cash flow. Donc, je prends ça. On va essayer de regarder en net margin. Qu'est-ce que ça donne ici? Là, on a du 10%. Là, on a du 14-15% par là. Les analystes s'attendent à quel pourcentage de cette, pour le futur? Parce qu'il me semble qu'elle augmente de plus en plus les prix ici. Ou bien elle devient de plus en plus efficiente parce que les marges brutes sont stables, mais les dépenses opérationnelles sont de moins en moins élevées. C'est-à-dire que tout revenu supplémentaire descend directement au niveau des bénéfices nets. On s'attend à 14% par là dans le futur. OK. Admettons que Montblanc, on récupère la licence. On la développe en interne, etc., avec les mêmes coûts, la même structure de coûts, le même réseau de distribution, etc. Ça fait à peu près 14%, admettons qu'on prend 15% de marge bénéfice, de marge nette ici. Ça donne 150 millions. Donc, je vais faire tout cet effort-là pour récupérer 150 millions, alors que techniquement, en date d'aujourd'hui, je peux juste récupérer en date d'aujourd'hui, hein, d'accord, vu qu'on est à 400 millions de chiffres enfin, sur le même 1 milliard, admettons, parce qu'il y a de fortes chances que cette compagnie, que la marque Montblanc dépasse le milliard ici. Donc, sur le même 1 milliard ici, je peux espérer entre 60 et 100 millions en ne faisant rien. Entre parenthèses, en ne faisant rien du tout. Qu'est-ce qui est mieux? Dites-moi. Qu'est-ce qui est mieux? Donc, je pense que le risque en question, voilà, je pense qu'en termes de négociation, ce sera peut-être un atout supplémentaire ici par rapport de Richmond par rapport à Inter Parfums. S'il y a ce risque-là, je pense que les gens qui travaillent à Inter Parfums ne sont pas également fous. Il faut également regarder le passif. Est-ce qu'ils ont déjà perdu des licences ici par le passé, etc. Il me semble que Kering également, c'était la même chose. Bref, essayez de regarder si est-ce qu'ils ont perdu des licences par le passé, comment est-ce qu'ils ont pu gérer ça, d'accord? Donc, ça fait partie des risques du métier ici. Maintenant, en termes d'évaluation, vu que vous avez cette information-là, les marques ne nous appartiennent pas. On a des programmes de licence ici, et généralement, c'est sur 5, 10, dépendamment. OK? Donc, s'il y a ce risque-là, est-ce qu'il est judicieux de payer des multiples aussi élevés? Parce qu'en fait, cette compagnie-ci, en date d'aujourd'hui, si vous distribuez la totalité des bénéfices, vous aurez 37,36%. Vous aurez 2,68%. OK? Évidemment, on compte sur la croissance, etc. Les analystes attendent à 9% de croissance au-delà sur les 5 prochaines années. Ici, entre aujourd'hui et 2025, on voit du 12%. Extrapolons un tout petit peu. Allons nous situer d'ici 2029. OK? 9%. OK? Mettons à peu près 25 fois les bénéfices, encore que j'ai du mal à payer 25 fois les bénéfices pour ce business-ci. Mais bref, d'accord? Prenons 25 fois les bénéfices. Bon, elle a quand même un pricing power, etc. Prenons 25 fois les bénéfices. Je ne pourrais pas payer plus de 74 € l'action ici. OK? Pas plus que ça. Je dis pas plus que ça. Et encore aussi, il y a des risques de non-renouvellement parce que les négociations commencent plus tôt. Le multiple sera peut-être moins élevé que ça. Donc, combien est-ce que je peux judicieusement payer ici pour me protéger par rapport à ce genre de risque-là? Tout ça dépend de vous. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'en date d'aujourd'hui, je ne paierai pas du Inter Parfums à ce prix-là. Jamais de la vie. OK? Un prix qui n'inclut pas la croissance, même en état à 25 fois les bénéfices, et je vous ai dit que je suis très mal à l'aise à 25 fois les bénéfices, on sera à 41 $. Si on exagère même un tout petit peu d'ici 2025, on sera à peu près à 52 $ l'action. Et il n'y a pas de marge de sécurité ici. OK? Il n'y a pas de marge de sécurité. Vous connaissez le fameux 8% de rendement sur en année 2025 ici, donc en année N plus 2 ici. Ça donne à peu près par rapport aux 2,09 € qu'on attendrait en 2025 ici, voilà. Un prix aux alentours de 25 serait déjà assez intéressant. Ça, c'est mon prix. 25,30 ici. OK? Ça, c'est mon prix. Je n'ai pas dit qu'Inter Parfums valait ce prix-là. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, il n'y a pas de marge de sécurité supplémentaire. Quand bien même on inclurait la croissance future, sauf surprise ici, voilà à peu près ce qu'on pourrait obtenir. Maintenant, la croissance provient d'où? Quels sont les drivers de cette croissance-là? Et posez-vous la question s'il est judicieux de payer ce prix-là selon ces différents éléments, ces différentes hypothèses-là. Il ne faut pas juste s'asseoir et dire que c'est une compagnie de luxe. Non, non, non. Pourquoi est-ce que les gens achètent du Montblanc? Quel est le réseau de distribution ici? La géographie d'opération.
Quelles sont les zones géographiques qui comptent le plus ici? Et qu'est-ce qui pousse la croissance dans ces zones géographiques-là? Et c'est parce nous vendons, le réseau de distribution est de plus en plus étendu. Si c'est le cas, quel est le taux de pénétration à ce niveau-là, dépendamment des informations qu'ils ont? OK? Qu'est-ce que le management pense par rapport à la croissance future? Par rapport aux autres marques ici, quelles sont les marques qui arrivent derrière ici, qui connaissent du succès? Il y a beaucoup de questions à poser derrière. OK? Généralement, je sais que généralement, quand quelqu'un a un même parfum, il y a de fortes chances qu'il reste avec le même pendant très très longtemps. OK? Mais est-ce qu'il est judicieux de payer ce genre de prix-là? Vous pouvez voir également ici, il y a des compagnies comme Estée Lauder, qu'on peut mettre à peu près sur la même tendance ici, mais vous constatez que si vous commencez à payer des prix, des sommes bizarres pour certaines entreprises, au moindre ralentissement ici, voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui pourrait arriver. Donc, il est très important d'avoir généralement une marge de sécurité. Donc, pour Interparfums, personnellement, j'irais chercher entre 25 et 30 dollars. D'accord, 25 et 30 euros par là. À ce prix-ci, il n'y a pas de marge de sécurité supplémentaire. Donc, il n'est pas étonnant réellement de voir moins 7% sur ce genre de compagnie parce que les attentes sont déjà assez élevées ici. On oublie souvent qu'il y a ce genre de risque-là. Et quand vous prenez même en considération ce genre de risque-là, 25 fois les bénéfices, 20 fois les bénéfices, qu'est-ce qui est mieux? OK? Donc, je dirais pour me protéger, je peux faire encore attendre aux alentours entre 25 et 30 euros l'action. OK? Maintenant, celui qui vaut, ça ne veut pas dire que l'action ne va pas continuer à monter. Je n'en sais rien du tout. Mais ici, je suis de plus en plus mal à l'aise. Tout est une question de rendement. Au prix actuel, c'est 2,68. Le but ici du game est de maximiser son rendement par rapport au coût d'acquisition. Attention. Je ne parle pas du rendement en termes de performance ici. C'est-à-dire que si on me distribue la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui en dividende, j'aurai 2,68. D'accord? D'ici 2025, ici, on s'attend à du 2 euros ici. Par rapport au prix actuel, bon, je sais pas, le prix actuel, il a clairement changé parce qu'il n'est pas ajusté ici. Il y a toujours 24 heures de retard. Donc, on a un prix actuel de 55 dollars. Donc, ça donne à peu près un rendement de 3%. 3,63%. Il n'y a pas mieux ailleurs, surtout dans un environnement pareil. Même si on prend en considération la croissance, on a même estimé cette croissance. On a pris les estimations de croissance ici sans même les ajuster. Vous constatez qu'on a déjà mis à cette guesstimation ici. Bref, pour moi, je ne pense pas que... En termes de... Par rapport à l'information sur le marché ici, voilà, il faut relativiser. Je pense que c'est totalement... Peut-être Richmond avait juste besoin d'une expertise supplémentaire à ce niveau-là. Vu que ce segment-là a l'air de bien se comporter ailleurs, ça ne veut pas forcément dire qu'on va clairement le couper ici. Surtout que vous voyez quels sont les avantages de le faire ici. D'accord? Surtout si on gagne déjà assez d'argent en ne faisant rien du tout, en déléguant cette opération-là. Donc, tout le monde est gagnant ici. Ça ne veut pas dire que la compagnie en question perd, sauf si elle pense qu'elle peut développer ce parfum-là jusqu'à voilà, la gamme de produits, la gamme de parfums Montblanc à, je sais pas moi, 10, 20, 30 000, enfin, quand je dis, j'exagère, à 5, 10 milliards par là, je n'en sais rien du tout. OK? Il n'y a pas que Montblanc, bien sûr. Il y a également Van Cleef et Arpels, etc. Et je pense qu'il y a également d'autres marques ici sous Richmond. Donc peut-être que ces autres marques-là, elle aimerait développer des parfums avec ces autres marques-là, d'accord? Celles qu'elle n'a pas encore pu licencier, d'accord? Celles qu'elle n'a pas encore sur lesquelles elle n'a pas encore accordé les licences à d'autres compagnies, ok? Ça ne veut pas forcément dire qu'elle va réussir, n'oubliez jamais ça, d'accord? Tout maintenant ici, par rapport à Interparfums, faites attention aux multiples que vous allez payer. Moi, je pense qu'au prix actuel, c'est exagéré, ok? Je vous ai donné mon avis. Maintenant, à vous de voir qu'est-ce qui vous arrange, d'accord? Selon les arguments que vous aurez, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs. Les deux vont ensemble. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en lien dans la description, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Merci.